It's murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? And hello And welcome to Murders and Wine. Tisane. Oui, c'est vrai que ce soir, c'est de l'eau pour moi. Voilà, donc je sais qu'on est en février, mais... Enfin, on enregistre en février. Oui, ça va être on est en publié en voilà, février. on est en février, mais demain, voyez-vous, je pars très tôt en Pologne. Déjà, je suis en dépression totale sur la température qui est actuellement là où je vais. Moins 27. Moins 27 et des poussières. Donc, je vais pas boire parce que sinon, dans mon désespoir, je vais trop boire. Mhm. Et demain, je me lève très tôt. Et moi, je trouve que boire seul, ça fait pochetron. Donc, Ouais, donc on a décidé de refaire un dry, mais promis. Vous savez très bien. Et puis en plus, la semaine prochaine, c'est un événement. le 100e épisode. Qui l'eût cru? Qui le cru? Qui le cru? Qui l'eût cru qu'on arriverait jusqu'au 100e épisode? Bref, on a regardé parce que même nous, on était curieuse de quantité de podcasts qui arrivent à arriver jusqu'au 100e épisode. Et visiblement, il n'y a que 5 ou 6% de tous les podcasts qui arrivent jusque-là. Donc, c'est pas mal. Donc, on est plutôt content. Enfin, en même temps, sachant qu'ils avaient dit que genre 90% de podcasts, ils ont fait que 2-3 épisodes. Ouais. Donc, ensuite, il y a plus de 4% qui est quelque part entre 3 et 100. Et nous, on arrive, les gars. On arrive. We're getting there. Après 4 ans et demi. Non, presque un peu moins que 3 ans. Un peu moins de 3 ans, ouais. Donc voilà. Je sais plus. Je suis 2 ans et demi. Donc ça sera pour la semaine prochaine. Mais en attendant, aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter du vin pour aller avec mon histoire. Mais je vais revenir sur le sondage que j'ai posté sur Instagram la semaine dernière. Parce que, comme vous le savez, avec Sarah, on se posait des questions. Enfin, surtout Sarah se posait des questions existentielles sur peut-être éventuellement faire un Patreon, Patreon, etc. Et du coup, j'ai posté ça. Et aussi parce qu'on se demandait, est-ce qu'on ne devrait pas étendre un peu notre podcast sur des faits divers, et faire peut-être le lundi des meurtres, mais aussi le jeudi de la culture. Oui. Voilà, le jeu, pas la culture, calmez-vous, hein, ça serait sur qu'est-ce que tu as pensé du dernier épisode de Queer Eye. Voilà. On n'est pas au Louvre ici. Calmez-vous de suite. Alors, le petit Proust pour démarrer. Ah, mais écoutez, hein, j'ai adoré cette version était... En plus, j'adore les madeleines. Donc voilà, donc ce serait plutôt ça. Et donc, j'ai fait un petit sondage. Donc, en gros, les retours sont assez intéressants et c'est assez touchant parce que du coup, on avait des gens vraiment qui nous disaient, donc je posais la question, est-ce qu'on ferait un Patreon, etc. Et est-ce que est-ce que vous seriez open pour qu'on élargisse nos sujets? Du coup, on a eu un grand oui avec un cœur. On a eu Ophélie qui nous a dit bien évidemment que oui, je vous écoute plus pour votre énergie que pour les meurtres. Ensuite, on a eu quand même, je pense que ça m'intéressera moins. Non, please, keep it that way, de Felbok. Après, une vraie question, et ce qui est, moi, je suis complètement d'accord, qui dit, OK pour payer, mais quel serait le contenu, le volume et la qualité? Le côté non pro, j'aime. Donc déjà, ça, c'est bien. Mais c'est ça, à réfléchir. Oui, si c'est structuré. Et Lise Nicolas qui dit, trop dur pour moi si vous changez, mais je comprends votre questionnement. Parce que c'est vrai que au bout de 2 ans et demi où ça décolle, là, on a atteint un palier, ça décolle pas trop, c'est un peu frustrant. On a nos auditeurs très niches, très fidèles, mais en fait, on dépasse pas ce... Voilà, on est un plafond. Donc on se pose des questions. Donc c'est vrai que si on fait un Patreon, moi, ma première question, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on mettrait dedans? Donc en vrai, les podcasts, en général, ils font des épisodes exclusifs. Donc du coup, on enregistrerait d'autres épisodes qui seraient que pour ces gens-là. On pourrait faire des lives, des petits trucs comme ça. Mais c'est vrai que si on fait ça, il faut être constante. Oui. Et c'est ça qui est pas facile aussi avec nos deux emplois de temps. Mais bon, le fait aussi qu'on le fait de façon gratuite fait qu'on peut pas se le permettre non plus. C'est ça. Donc c'est le serpent qui se mange la queue, qui se mange la queue, ce con. Et voilà. Donc c'est assez intéressant. Donc merci à ceux qui ont répondu déjà. Merci. Oui. Voilà, c'était super de nous en dire un peu plus. Donc ça a travaillé. On se dit. Voilà, si on change de truc, je pense que Sarah, elle a besoin de
de changer parler un peu. d'autre chose. Voilà, de parler d'autre chose. Voilà. Ben, moi, j'avoue, et je suis désolée pour tous ceux qui nous écoutent et qui aiment. Moi, comme je suis pas foncièrement dans le true crime, moi, je me lasse. J'ai l'impression que c'est du vu et de revu et c'est glauque et c'est vu, mais je sais pas, je m'inspire beaucoup moins. Dans le thème. Bon, après, j'essaie de toujours trouver des histoires que je trouve intéressantes. Et tu as réussi la semaine dernière, la dernière histoire que tu avais racontée, à me faire l'histoire intéressante de la fille complètement obsédée de son mec. Ouais. Mais voilà, ça serait plus dans les faits divers, pas forcément incluant un meurtre ou je sais pas, des mystères. Queer Eye, oui. Voilà, par exemple. À voir. Voilà. Donc c'est à voir si on trouve un petit, si on change pas, on sait pas. On est en pleine discussion. Ok. Donc voilà. Mais moi, mon sujet, alors c'est autrement que ça, mais en fait, tu m'avais envoyé un reel cette semaine et ça m'a fait tilter sur donc un sujet que j'avais noté dans ma liste de sujets de discussion qui date depuis longtemps, parce que j'avais regardé un film qui s'appelle L'autre moi. C'est produit par David Lynch. Ouais. Et bon, moi j'ai pas spécialement aimé ce film, donc je vais faire un spoiler. Donc si vous l'avez pas vu et que vous voulez le voir, arrêtez d'écouter dans 1 minute. Mais c'est un jeune garçon transgenre, donc qui devient une femme, et à travers cette histoire très difficile à comprendre, comme le veut David Lynch, Oui. elle trouve la paix. Alors je sais pas, je pense vraiment que ce mec, David Lynch, rest in peace, je pense pas qu'il voulait que nous, les simples mortels, comprenions ces films. Jamais. J'en ai vu un au cinéma, j'étais là, what the fuck. C'est franchement un peu, enfin, excuse-moi de lire, mais un peu de l'intellectualisme masturbatoire. Oui. Bon, là, c'était encore plus, enfin, je trouvais que c'était bof. Mais cette actrice, donc, qui joue ce rôle principal, où je veux en venir parce que c'est ça qui m'a choqué dans le film. En fait, elle est vraiment très, très maigre. Et ça m'avait un peu, je sais plus, j'étais sur la page wiki, mais, bon, après, c'est une femme transgenre, donc, je peux imaginer que, je sais que par exemple, quand on est une femme et quand on est plutôt grande de taille, même si on n'est pas grosse, il y a toujours ce sentiment d'être plus grand. Et donc, souvent, c'est attaché, peu importe si t'es mince ou pas, t'es grande. Donc, il y a de ça dedans. Mais quand tu vois les photos en ligne de cette femme, elle est assez squelettique. Mais forcément, on parle pas de eating disorder, on parle pas de quelque chose comme ça. Même, il sera mentionné un moment qu'elle a fait pour le rôle. Et elle va comparer même sa transformation physique de Christian Bale, tu sais, qui se transforme en physique. Ouais. Mais ce que moi, je trouvais choquant, c'est que je suis quand même allée regarder. Et elle a quand même conservé cet état depuis 2013 jusqu'à la sortie du film 2022. Okay. Donc, ce n'est pas une transformation pour un rôle dont on parle là. Et en fait, ça m'a mené à vraiment penser à la positivité corporelle, qu'on avait cette idée-là qui était acceptable jusqu'à l'arrivée d'Ozempic ou Mounjweek ou je sais pas quoi. Et nous continuons à scander le slogan faites ce qui est bon pour vous. Dans le fait, faites ce que vous voulez. Ouais. Mais là, moi, je trouve on commence à dépasser la reconnaissance de ce qui me semble sain. Et donc, ce que tu m'as envoyé, c'était une photo de Kelly Osbourne. Ah, et en fait, j'avais du mal. Ce sujet est resté sur mes sujets pendant longtemps parce que j'ai du mal à en parler parce que je veux pas parler d'une femme. Oui, t'es trop maigre, etc. Mais là, je trouve que dans les jeunes femmes qui grandissent aujourd'hui, à l'opposé. Donc, nous, on avait la génération où tout devait être toute mince et de l'anorexie, etc. On l'avait. Par contre, là, les jeunes femmes, ce qu'elles ont, c'est autre chose. C'est non seulement maintenant cette incapacité à être mince comme ça, parce que maintenant, elles peuvent être aidées. Donc, ça va être tout le monde. Et on le voit, ça tombe partout. C'est très rapide, la perte de poids en plus. La perte de poids. Donc, toutes ces femmes qu'on a toujours connues, je vais pas dire en surpoids, mais avec des formes ou avec... Là, il y en a plus. Il y a toute Melissa McCarthy, Adèle. Tout le monde y est. Mais en plus de ça, les jeunes femmes aujourd'hui, elles ont même pas un visage qui est normal parce que toutes ces jeunes actrices et chanteuses sont retouchées. Bien sûr. Donc les lèvres hyper énormes, enfin les joues coupées là, tu sais, pour avoir les joues creuses. Le fat, la graisse des joues. Ouais, c'est ça. Donc en fait, et puis il y a plein d'autres. Donc là, les dents de cheval là que tout le monde s'y fait. Ça c'est. Donc, à un moment, oui, il faut pas parler de la physique des autres, fais ce qui te plaît, mais non,
Ils en font même pas ce temps. qui leur plaît. Là, l'image qui leur voulue par ces jeunes femmes, c'est une image de chirurgicale et médicamentée. Enfin, c'est pas C'est ça. normal. Et puis quand tu vois toutes les personnes qui sont sous Ozempic, ils ont tous le même visage. Oui. Ils sont, mais on dirait un cadavre. On dirait des cadavres. On voit leur crâne dessous, Oui. voilà, l'os, les ossements. Et en fait, ils font maladif. Et là, j'avais vu, je crois que c'est justement la mère de Kelly Osbourne qui disait que Mais quand tu vois la photo de la famille, c'est pareil. Et même le frère, il est dessus et tout. Mm-hmm. Et en fait, elle disait, je n'arrive plus à grossir. En fait, elle dit, je crois que j'en ai trop pris. Et du coup, j'arrive plus à mettre du poids, un peu de poids, quoi. Ouais. Donc, en fait, je pense c'est un médicament, malheureusement, qui est pas du tout fait pour ça, qui est à la base pour les diabétiques. Oui. Et qui, du coup. Mais super pour aussi les gens obèses. Je trouve ça génial. Mais là, c'était pas le cas. Non, pas du tout. C'était pas le cas de ces personnes-là. C'est de l'esthétique. Léger surpoids et qui sont en train de prendre des médicaments pour des diabètes ou des personnes obèses. Horrible. Et puis en plus, t'as les diabétiques qui trouvent plus de médicaments et du coup qui sont en galère et qui doivent aller au Canada. Enfin bref, Ozempic, c'est vraiment un fléau. Hein. En fait, c'est la question, je suppose que pour moi, enfin ce que j'ai noté pour moi, c'est où se situe la limite entre un aspect étrange et un aspect qui est loin d'être sain. Et quand est-ce qu'on pourra exprimer notre désaccord sur la normalisation de la dysmorphie corporelle et du choix personnel? Parce que très clairement, je suis désolée, mais là, c'est de la dysmorphie. Oui, ce n'est pas un choix. Non, c'est pas un choix. C'est de cette espèce d'image qu'on a sur les papiers, sur magazine, qui est l'ultra maigreur, qui est en train de revenir à fond. Et après qu'on ait eu les formes Kardashian chirurgicalement. En fait, tu es guidé par un dictat de beauté qui est complètement, c'est même plus genre on aime les gros seins, les petits seins, les machins. Non, on aime cette image qui est complètement fausse. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que autant, je pense qu'on avait été woke sur cette idée que les années 2000, c'était vraiment néfaste pour les femmes, comme on les montrait dans les magazines, on disait qu'elles étaient grosses alors qu'elles étaient loin de l'être, tout ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un retour profond où la femme est objectifiée, et en fait, mais on le fait à nous-mêmes. Regarde, il y a aussi, on s'objectifie nous-mêmes physiquement, mais on s'objectifie aussi nous-mêmes avec les tradwives. On se resoumet à une espèce de culture complètement, datée qui ne devrait même plus exister. Enfin, et pareil pour des clics, pour des vues, pour de l'Instagram, le monde part en sucette. Oui, ça part en sucette parce que je pense que nous, à notre âge, on peut voir la différence, mais la jeune génération ne le verra pas. En fait, ils vont toujours vouloir atteindre quelque chose. Déjà, nous, on n'avait quand même pas la chirurgie. Enfin, il y avait des faux seins à la rigueur. Ouais, c'est ça. Mais il n'y avait pas autant. Oui, il n'y avait pas autant. Et non, mais là, on le voit, les jeunes filles qui se font des fillers, les lèvres, très jeunes, c'est avant 30 ans, quoi. Ah, mais avant 20 ans, parfois. Hein. Ouais. Il y en a très jeunes. Ouais. C'est space. Voilà, donc on en a parlé. Ok, écoute, moi j'avais pas d'autres sujets, donc je vais partir sur mon histoire. Très bien, qui est assez perturbante. Mag, alors j'ai pas, non, Mag peut écouter. Ok. Parce que c'est pas non plus genre comme le Toy Box ou les trucs comme ça. En fait, c'est vrai, mais c'est perturbant psychologiquement pour moi. Okay. Franchement, quand je l'ai vu. Je sais pas si j'ai vu un documentaire ou si j'ai écouté un podcast d'abord, mais ça m'est resté un petit peu. Ok. Donc, je vais parler de Larry Jean Bell. Et surtout, je vais parler de Shari Smith. Donc, Shari Smith a 17 ans. Elle profite des derniers jours avant de recevoir son diplôme du lycée. On est le vendredi 31 mai 1985 et il fait très chaud. On est en Caroline du Sud, à Lexington County. Après avoir été à une fête piscine, une pool party chez son copain, Shari donc revient chez elle où son père est en train de travailler à l'étage. Son père travaille et il aperçoit la voiture de sa fille, donc qui est une Chevette bleue, entrer dans l'allée et il la voit s'arrêter au niveau de la boîte aux lettres. En fait, la boîte aux lettres, tu sais, elle est vraiment genre loin dans l'allée. D'accord. Comme aux États-Unis, genre c'est presque à la route, quoi. Ouais. Donc, il la voit s'arrêter au niveau de la boîte aux lettres pour prendre le courrier, comme elle a l'habitude de faire. Donc, son père, hop, il se remet à travailler. Et quand il se rend compte qu'il n'entend pas de bruit en bas, pas de « c'est moi » ou tu sais, elle pose ses affaires, enfin, le bruit de quelqu'un qui rentre, quoi. Il regarde par la fenêtre et il voit toujours la voiture de Shari devant la boîte aux lettres avec la porte du conducteur ouverte. Donc, il se dit, bon, elle a peut-être reçu un courrier important, elle est en train de le lire dans la voiture. Mais en fait, il se dit quand même, je vais descendre, je vais voir.
Donc, il arrive au niveau de la voiture, il voit pas sa fille. Il regarde dans la voiture, le contact est encore allumé, le courrier est tout éparpillé par terre devant la boîte aux lettres. Et là, Monsieur Smith commence à s'inquiéter. Donc, il appelle sa fille, il a peur qu'elle ait eu un problème médical parce que Shari avait une forme de diabète qui est très particulière. C'est un diabète insipide d'origine centrale, en fait, qui fait qu'elle ne peut jamais vraiment s'hydrater et elle doit toujours boire de très grandes quantités d'eau. C'est peut-être ce que tu as. Ah. Et si elle se déshydrate trop, elle peut perdre connaissance. Ah oui, ok. Et elle peut divaguer et partir sans savoir où elle est en fait. D'accord, ok. Donc à ce moment-là, son père pense qu'elle a eu un épisode lié à sa maladie et elle s'est dirigée dans les bois, ce qu'elle a déjà fait en fait parce qu'elle perd tous ses repères dû à la déshydratation extrême de ses cellules. Donc après avoir appelé sa fille en vain, les parents de Shari appellent la police pour signaler sa disparition. L'assistant du shérif arrive sur place. Il questionne les parents parce qu'il doit éliminer forcément la théorie de la fugue. Et d'après ce que les parents lui disent, pour lui, c'est impossible qu'elle se soit enfuie de chez ses parents. Il y a aucune histoire entre eux, tout se passe bien. Elle allait passer son diplôme. Elle était censée partir en croisière avec des amis la semaine suivante. Et elle s'entendait vraiment très bien avec sa famille. Elle a une grande sœur, Dawn, avec qui elle est très très proche. Donc rien n'indiquait une fugue et l'assistant du shérif commençait à prendre en compte que cela pouvait être quelque chose de beaucoup plus grave. Et à l'époque, dans le comté de Lexington, comme dans beaucoup d'endroits, il y avait une loi comme quoi il fallait attendre 24 heures. Alors il y en a c'est 48 heures, ce qui est encore pire pour moi, je trouve. C'est comme la famille Thompson là. Oui. Avant de signaler la disparition de quelqu'un, qui est pour moi une aberration totale. Mais bref, on en a parlé tellement de fois. Mais oui, les policiers ils sont là pour t'aider. Et même si ton enfant a fait une fugue, bah les policiers ils le retrouvent au bout de 4 heures. Oui. Et c'est pas grave. Ils sont payés pour ça. Ils sont là pour t'aider. Surtout que là, ça se passe où? À Lexington County, Caroline du Sud. Donc, je veux dire, je sais pas la taille du village, mais il doit pas avoir 40 000 urgences non plus. C'est ça, c'est pas New York. Mais heureusement, en fait, et c'est là où tu dis il y a des gens bien, cet officier savait pertinemment que les premières heures d'une disparition étaient cruciales. Donc, il décide d'appeler des renforts directs et lancer une enquête sur la disparition de Shari. Donc, avec ses antécédents médicaux, etc. En fait, mais enfin, tu vois, même je trouve que c'est vraiment une bonne personne. Vraiment, le mec est très très fort. Donc, les officiers arrivent rapidement sur les lieux et commencent à récolter les preuves autour de la voiture de Shari, donc des empreintes, des cheveux, n'importe quoi qui pourrait les aider. Ils appellent également les policiers des comtés voisins pour effectuer une fouille dans les bois qui sont juste à côté de la propriété des Smiths. La nouvelle forcément commence à se répandre parce que comme tu dis c'est une petite ville comme quoi une jeune fille mineure de Lexington est portée disparue et même les habitants, tous les voisins en fait viennent pour prêter main forte. Oui, je vois le style quoi. Tu vois le style. Donc le seul problème c'est que on est fin mai en Caroline du Sud et la chaleur est étouffante. Donc le taux d'humidité il est tellement haut que les gens ne peuvent pas rester des heures et des heures à chercher. Ils doivent faire régulièrement des pauses. Donc ils restent quand même toute la nuit à chercher. Et malgré leurs efforts, arrivé au petit matin, toujours aucune trace de Shari. Et surtout, aucune preuve, en fait, autour de la voiture de Shari. Aucune empreinte, trace de sang, trace de pas, trace de pneus, il n'y a rien. Donc, le bureau du shérif décide d'impliquer le FBI pour voir si les fédéraux, en fait, peuvent les aider sur cette enquête sur laquelle ils piétinent. Donc, il se passe 3 jours sans que l'enquête avance. Et une nuit, les parents de Shari reçoivent un coup de fil d'un homme qui prétend avoir leur fille. Quand Robert, donc le père, décroche, l'homme au bout du fil demande à parler à la mère Hilda. La voix était grave et elle avait l'air d'être modifiée par un appareil. Donc il commence par s'excuser et il dit qu'ils ne sont pas en train de chercher Shari au bon endroit. Il dit aussi qu'il va rendre leur fille dans quelques jours et que ceci n'est pas un appel à rançon. Et pour prouver qu'il dit la vérité, il dit qu'une lettre va arriver sous peu et il raccroche avant que Hilda puisse répondre quoi que ce soit. Donc les parents s'empressent d'appeler la police, là au milieu de la nuit, 3h du matin. Ils décident de ne pas attendre que la lettre arrive à la maison et en fait ils vont directement au centre de tri pour fouiller lettre par lettre et finalement tomber sur la fameuse lettre envoyée par le kidnappeur. Donc les officiers l'emballent comme une preuve et l'amènent au FBI. Moi je trouve que en fait cette enquête pour moi est
parfaite. OK. Ben oui, Pour des- déjà, là, ils vont vite, ils vont la Ouais. trouver, là, ils vont carrément la chercher. Tu vois, Pas tant ils qu'il arrive. emballent, ils vont au oui. FBI. Enfin, pour moi, surtout pour des flics d'un petit county, quoi. Ouais. Enfin, je trouve Ben, ça. encore une fois, il ne doit pas avoir beaucoup d'autres choses à faire, tu vois, Ouais, par mais tu ailleurs, sais, donc c'est peut-être pour ça. C'est c'est la caricature peut-être du flic d'une petite ville qui arrive sur une scène de crime et qui met ses godasses dans le sang, tu vois. Et tu oui, te dis, bon, ouais, peut-être ouais. qu'ils n'ont pas les réflexes, mais là, je trouve qu'ils sont top. Ouais. Donc, ils ouvrent l'enveloppe et ils trouvent à l'intérieur 2 pages de bloc-notes jaunes. Et à la lecture, leur sang se fige. En haut de la première page, ils lisent Testament et dernière volonté. Et en date du 1er juin, et l'heure indiquée est 3h10 du matin. En haut à droite, il y a marqué I love you all, je vous aime tous. Et elle commence en disant qu'elle aime tous les membres de la famille. Je la mettrai sur Instagram, la lettre. Elle est assez lisible. Elle leur dit qu'ils ne doivent pas s'inquiéter, qu'ils doivent se souvenir d'elle et de sa personnalité et des moments qu'ils ont passés ensemble. Et entre parenthèses, à un moment, elle ajoute « cercueil fermé ». Je vais mettre cette lettre donc sur Insta parce que honnêtement, quand tu la lis, c'est horriblement triste. Mais quand tu cherches cette affaire, tu la vois direct. Donc le FBI confirme avec la famille qu'il s'agit en effet de l'écriture de Shahari et ils envoient la lettre au labo pour une analyse complète, mais qui va prendre plusieurs semaines. Là, pour le coup, c'est pas leur faute. On est en quelle année? En 85. Ah oui. J'allais dire 84. Donc ils décident en même temps de faire ça, donc d'envoyer la lettre au labo, mais aussi de consulter un comportementaliste afin de réduire la liste des suspects potentiels. Et ils décident également de mettre le téléphone de la famille Smith sous écoute parce que le kidnappeur a déjà appelé et il le fera certainement à nouveau. Oui. Et un jour plus tard, le téléphone sonne. La sœur aînée de Shari, Dawn, répond et je vous passe la conversation. Hello? Is this Phil? No, this is Dawn. I need to speak to your mother. Could I ask who's calling? No. Okay, hold on just a second, please. Hello? Have you received the mail today? Yes, I have. Do you believe me now? Well, I'm not really sure I believe you because I haven't had any word from Sherry. And I need to know that Sherry is well. You'll know in 2 or 3 days. Why 2 or 3 days? Call the search off. Tell me if she is well because of her disease. Are you taking care of her? Voilà. Elle est forte, la maman. Très, très forte. Oh, pardon. Elle est très, très forte. Ouais. En fait, enfin, tu vas voir dans tous les enregistrements que je vais mettre, en fait, elle arrive à tenir je sais pas comment tu dis, sa composure. En fait, elle est vraiment, Oui. pour pouvoir Il y a avoir un une discussion. moment quand elle prend le téléphone, tu sens qu'elle prend en gros respiration et dit, dis-moi qu'elle va bien. Oui. Et ensuite, par contre, elle tape. C'est une vraie femme du Sud. Et pourquoi? Je dirais pas. Et pourquoi? Et enfin, c'est ça, elle ose et elle est, enfin, je trouve ça incroyable. Donc, l'homme raccroche. Mais l'appel a donné... On leur explique un peu aux non-anglophones ce qui se sont dit. Oui, pardon. Oui, c'est vrai parce que du coup, je vais quand même le mettre aussi sur Instagram avec le transcript. Ouais. Mais en gros, là, ce qui s'est passé, c'est que donc le kidnappeur a demandé parler à la mère. Et en fait, il dit j'ai votre fille. En gros, il veut que la recherche s'arrête. Il veut que les policiers arrêtent la recherche. Et elle dit, mais pourquoi en fait non, je veux juste savoir qu'elle va bien. J'ai besoin de savoir qu'elle va bien et si tu t'occupes d'elle à cause de sa maladie, à cause de sa maladie, j'ai besoin de savoir que tu t'occupes bien d'elle, etc., etc. Et en fait, il dit que vous la revoyez dans 2 ou 3 jours. Et elle dit pourquoi 2 ou 3 jours et après là il raccroche. Donc l'appel a été assez long en fait pour donner aux inspecteurs le temps de localiser l'appel à un centre commercial, donc le même centre commercial où Shari était avec ses amis le jour de son kidnapping. Mais bien sûr, le temps que la police arrive, l'homme s'est enfui. Mais plus tard dans la journée, l'homme rappelle. Hilda. Did you receive Sherry Ray's letter? Pardon? I can't hear you. That is not very clear. Speak louder. Did you receive the letter today? Yes, I did. Tell me one thing it said. Tell you one thing it said? Anything. Hurry. Sir Richard? Do what? There was a little heart on the side. Sir Richard?
written on the side. It said How many pages? 2 pages. Okay, there's yellow legal pad, Yeah. and on one side on the front page it said, Jesus is love. No, God is love. Well, God is love. Right. Okay, so you know now that this is not a hoax call. Yes, I know that. Donc en fait, là, il rappelle et il veut savoir, est-ce que vous me croyez quand je dis que c'est moi qui est votre fille, et est-ce que vous avez reçu la lettre? Il dit oui, j'ai reçu la lettre. Bah, donne-moi un indice qui prouve que c'est bien moi qui ai envoyé la lettre. Et elle dit, il y a un petit cœur. Là, il y a marqué Nombre de pages. Voilà, le nombre de pages, c'est sur du yellow pad. Est-ce qu'il y a marqué à un moment donné Jesus est amour? Et elle dit non, il y a marqué Dieu est amour, etc. Donc, et en fait, après, le kidnappeur demande ensuite à Hilda pourquoi la recherche n'a pas été stoppée comme il avait demandé. Et Hilda, la mère, lui ment. Elle dit qu'elle n'a pas réussi à avoir le shérif au téléphone pour pouvoir gagner du temps, parce qu'elle ne compte pas, en fait, arrêter la recherche. Là, c'est la suite de cette conversation. I'm trying to do everything possible to answer some of your prayers, so please, in the name of God, work with us here. And Can you answer me one question, please? You are very kind, and you seem to be a compassionate person. And I think you know how I feel being Sherry's mother and how much I love her. Can you tell me, is she all right physically without her medicine? Sherry is drinking a little over 2 gallons of water per hour and using the bathroom right afterwards. All right. Is she able to eat? Because she doesn't usually eat. That's what concerns me. Listen, I got to hurry now. I know that. Okay, now, what I'm going to do is have an ambulance. Now, this is very important. This has gone too far. Please forgive me. Have an ambulance ready at any time at your house. Have an ambulance ready, And then. on Sherry's request, she requests that only immediate family come and Sheriff Metz and the ambulance attendants. She don't want to make a circus out of this. Right. Okay? Okay. And where she said, casket closed in parentheses, Why? if anything happens to me, she said one of her requests she did not put in there, to put her hands on her stomach like she was praying in the casket. What, then? Cross her hands. Why would anything happen to you? Donc, what? I know. Donc là, en gros, elle lui dit juste, est-ce que vous pouvez me dire qu'elle va bien physiquement à cause de sa maladie? Il dit oui, elle boit 2 litres d'eau par heure. Non, elle boit 8 litres. Là, 2 gallons. Ah oui, ah ouais, ça je sais pas ça. Et elle va aux toilettes à chaque fois, etc. Mais faut vraiment arrêter les recherches. Et là, et en plus, il va falloir que vous ayez une ambulance qui soit prête quand. Attends, avant de dire ça, il dit mais là tout ça c'est allé trop loin. Ah, oui. Veuillez me pardonner. C'est ça. Voilà, c'est ça que je voulais mettre. C'est allé trop loin. Déjà ça, pas bon. Ouais. Ensuite, ayez une ambulance de prête quand vous nous retrouvez. Chez vous. Voilà, mais je veux pas que ça aille trop loin. Juste le shérif. Faut La pas que ça immédiate. devienne un cirque, machin. Et quelque chose que Sherry n'a pas mis dans sa lettre, c'est qu'elle voulait avoir les mains croisées sur elle dans le cercueil. Et là, elle dit mais pourquoi il se passerait quelque chose? Et il dit si jamais il m'arrive quelque chose, c'est ce qu'elle a demandé. Mais pourquoi il vous arriverait quelque chose? Parce que c'est ça qui est bizarre. En fait, il dit si quelque chose arrive à lui, le kidnappeur, Sherry veut être dans le cercueil, les mains croisées. C'est ça. Alors qu'en fait, c'est confus. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, je suis désolée parce que je suis désolée Bruno, parce qu'il y a beaucoup d'enregistrements, mais enfin cette affaire pour moi c'est ça, c'est cet échange Ces appels, entre la mère et le kidnappeur. In Saluda County, do you understand? Look in Saluda County. Exactly. The closest to Lexington County, within a 15-mile radius right over the line. Is that understood? Yeah. And please, and very, very soon, please, now Sherry's request, please, no strangers, hardly, and when we give the location. No strangers, absolutely. Now, did you understand about the folding of the hands, like she was in prayer in case something happens to us?
Là, il reparle de est-ce que vous avez bien compris, elle veut ses mains en prière au cas où il se passe quelque chose, etc. Mais Yes, if something happens to y'all. But listen, nobody is going to harm you. I promise you that. That I don't know what the problem is. I told you to forget about looking around your house. Saluda County. Listen, there are. You believe me now? I believe you. There are so many people I know that that. love Sherry, and they just won't give up. Sherry, They just continue to look. I want to tell you one other thing. Sherry is now part of me, physically, mentally. Sherry's part of me. Sherry fait maintenant partie de moi. Emotionally, spiritually. Physiquement, mentalement, émotionnellement et nos âmes. Those are one now. Your souls are one now with Sherry? Yes, and we're trying to work this out. So please do what we ask. You haven't been doing it. I don't understand. And she does it. We sit here and watch TV. We see no sheriff. Why doesn't Sherry talk to me? She knows me so well. That's why she asked me to communicate with you, not your husband. Aren't you aware of that? Yes, I know that. I know that she would ask you to talk with me. She does love y'all, and like she said, do not let this ruin your life. We're not going to let it ruin our... Okay, well, but you tell Sherry one thing. What is right? There's no way my life could ever have any happiness in it again if Sherry left this world with me bearing a guilt that I had felt in such a bad way because I love her and I want to make her happy. I'll do anything to work it out. She doesn't have to come home, okay? I'm serious. She does not have to come home. Anything. Well, time's up, and please now have the ambulance ready at any time. This will not go any further, and it will be soon. C'est assez fort pour moi. En fait, il dit que Shari et lui ne font plus qu'un, que leurs âmes sont liées à présent. En fait, moi, ça me fout des frissons à chaque fois quand tu l'entends dire ça. Déjà, tu te doutes que ça va pas du tout, en fait. Et puis, ça juste, ça tourne en rond avec la maman qui demande, mais pourquoi elle peut pas me raconter ça? C'est ça. Je suis proche d'elle, il y a plein de gens qui l'aiment. C'est ça. Et il lui dit, ben oui, mais tu vois, c'est pour ça que je te parle à toi et pas le papa. Et mais là, il refuse de lui laisser parler à sa fille. Non, on est en train de regarder la télé. Je comprends pas pourquoi tu fais pas ça. Il faut vraiment que la recherche s'arrête avec les policiers, etc. Enfin, complètement starbé. Donc, tout ça n'est pas de bonne augure. Encore une fois, les détectives arrivent à localiser l'appel à une cabine téléphonique, mais ils arrivent encore une fois trop tard. Donc, les policiers envoient tous les enregistrements qu'ils ont aux comportementalistes ou profiler, The Profiler, John Douglas. Pour ceux qui ne savent pas qui est John Douglas, c'est l'agent du FBI qui est le premier profiler et qui a permis d'arrêter un bon nombre de tueurs en série grâce à sa compréhension en fait de la psychologie des tueurs et de leur background, de leur expérience, leur vécu. Et pour ceux qui ont vu la série Mindhunter, c'est lui. Donc John Douglas, The John Douglas, crée un profil à partir des preuves qu'il reçoit de la police et leur donne ses premières impressions de l'auteur de ce crime. Donc pour John, cette personne n'en est pas à sa première offense. Il a trop de planification, en fait, de contrôle, de connaissance du travail des détectives, etc. En fait, il aurait commencé de manière classique, on va dire par regarder chez les voisines, le peeping Tom. Il aurait escaladé jusqu'à peut-être enlever des culottes. C'est comme on a déjà eu plusieurs fois. Tu prends les culottes chez toi, etc. Jusqu'à l'enlèvement de Shari. Il en ressort un profil en 22 points, donc je vais pas tout dire. Donc l'homme est blanc. J'ai envie de dire. Choc. Dans sa fin vingtaine, début trentaine, il a une personnalité narcissique et sadique. Car il a appelé la famille plusieurs fois, ce qui prouve une impression en fait de toute puissance. Il serait célibataire, il pourrait avoir un casier judiciaire, il vit seul, etc., etc. Ça aussi, vous pouvez le retrouver en ligne. Un nouvel appel donne les coordonnées où ils trouveront Shari. En fait, là, il appelle en disant prenez un papier, un stylo, et il donne des coordonnées, mais d'une précision, tu peux pas te tromper. Donc les détectives se dépêchent sur les lieux en espérant trouver Shari vivante. Et 6 jours après sa disparition, 6 jours, hein, ce qui est rien au final quand tu regardes sur la manière dont ils ont vraiment
expédié en fait vraiment bien fait cette enquête. Il retrouve Shari morte, déposée dans les bois à 17 miles de sa maison, donc Juste à côté. 20 kilomètres quoi. Mm. Malheureusement, après 6 jours dans la chaleur de la Caroline du Sud, le corps était en état de décomposition très avancé, ce qui allait rendre le travail des détectives et du médecin légiste très compliqué. Mais malgré cet état avancé de décomposition, on peut voir que c'est effectivement Shari qui a été tuée, donc peu de temps après son kidnapping, malheureusement. Donc ils sont pas certains de la cause de la mort de suite parce qu'il est difficile d'enquêter sur le corps et ils ne peuvent pas assurer non plus si elle a été agressée sexuellement de suite. Ils concluent qu'elle a certainement été asphyxiée ou qu'elle est morte de déshydratation due à sa maladie. Ils retrouvent en revanche des traces de scotch autour de ses poignets et des chevilles qui indiquent qu'elle a bien été attachée. Et pour le FBI, le kidnappeur va clairement rappeler en fait, c'était pas possible que après avoir retrouvé le corps de Shari, il allait pas rappeler. C'était impossible. Parce qu'il aimait trop ce contrôle. Oui, c'est une maîtrise. Hein. Donc, ils vont coacher la famille et en fait, ils se sont dit que vu que Dawn, sa grande sœur, ressemblait énormément à Shari, je posterai des photos, c'est vraiment presque des sœurs jumelles. Il se dit peut-être qu'il va fixer maintenant sur la sœur. Donc ils vont coacher Dawn pour qu'elle puisse obtenir le plus d'informations possible du kidnappeur et que s'il rappelait, du coup, il faut pas être menaçante, il faut être compatissante, il faut être compréhensive, etc., etc. C'est osé parce que du coup, tu mets la sœur en ligne de mire alors qu'elle a déjà perdu une fille. S'ils n'arrivent pas à retrouver le gars, comment elle vit sa vie, Dawn? Et puis surtout, j'imagine l'angoisse à chaque sonnerie de téléphone. Ouais, écoute. Donc, le kidnappeur va rappeler la famille Smith et demander à parler à Dawn. Effectivement. Ouais, John Douglas, il a bien fait son travail. Ah, mais c'était the best. Et là, juste, il a dit un truc. Tu vas voir. This thing got out of hand, and all I wanted to do was make love to Dawn. I've been watching her for a couple of weeks. I'm sorry, to Sherry. Ah ouais. Le lapsus. Donc là, il a dit, mais ça m'est... Tout est allé trop loin. Ouais, tout est allé trop loin. Ça m'est, comment tu dis? Tu as perdu le contrôle. Tout ce que je voulais faire, c'était faire l'amour à Dawn. Excusez-moi, à qui? Ouais. À Shari. Et il a dit, ça fait déjà 2 semaines que je la regarde aussi. Ouais. Ouais. Donc vraiment, on sait que Dawn devient la cible du kidnappeur et en fait, il shift son obsession sur elle. Donc il dit aussi à Dawn qu'il avait laissé le choix à Shari de la manière dont il allait la tuer. Il lui avait proposé soit une overdose de drogue, soit un étranglement, soit un gunshot. Mais là, la police et John Douglas doutent vraiment de ça parce qu'en fait, il aimait tellement le contrôle que jamais il aurait laissé la victime décider en fait de son sort. Donc, l'appel a été tracé à un truck stop à plus de 50 miles. Donc, tu t'imagines bien qu'au moment où la police arrive, il n'est plus là. Donc, le vendredi 14 juin, donc à peine 2 semaines après la disparition de Shari, et là, on est à Richland County, qui est à 31 minutes de Lexington, j'ai vérifié. Un homme kidnappe la jeune Debra May Elmick, qui est en train de jouer avec son petit frère dans son jardin. Elle a 9 ans. Et une voisine aperçoit la scène. Elle appelle la police pour donner la description de ce qu'elle a vu, en fait, du prédateur et de sa voiture, qui est une sédan grise. Et les policiers trouvent que la méthode ressemble beaucoup à ce qui s'est passé avec Shari et ils contactent l'équipe de force spéciale qui était sur l'enquête de Shari. Et les enquêteurs, en fait, espèrent qu'il va se passer exactement la même chose, en fait, qu'il va appeler la famille Elmick. Mais en fait, après une semaine, il n'y a aucun appel qui se passe. Et en même temps, donc, en fait, ce qui est bizarre aussi, c'est pour ça que les gens savait pas trop si c'était la même chose parce qu'elle avait 9 ans. Ben oui, c'est ça. Shari, elle en avait 17. Ouais. En même temps, la famille Smith se prépare pour les funérailles de leur fille et le FBI va essayer de piéger le tueur de Shari. Donc, ils disent qu'ils vont devoir encore une fois mettre Dawn en premier plan et peut-être la mettre en danger, mais ils vont la protéger au maximum. Ouais, c'est un truc des années 85, ça. C'est ça. Donc, Dawn, comme je disais, ressemblait beaucoup à Shari et du coup, ils vont lui demander de placer la peluche de Shari sur sa tombe, donc également à la vue de tous et de manière télévisée, parce que c'était devenu une énorme affaire, afin d'attirer le tueur en espérant qu'il voudra posséder cet objet qui a appartenu à Shari et qui a été déposé par Dawn. Donc les policiers vont surveiller le cimetière, mais personne ne s'approchera de la peluche. Et même si les personnes ne s'approchent sur la tombe de Shari, en fait, le fait que les obsèques ont été annoncées dans les journaux, ça attire le tueur à rappeler la famille Smith. Et là, en fait,
j'ai pas l'enregistrement là. Si jamais je l'ai, Bruno, je te le donnerai. Donc il faudra que je le retrouve. Donc non seulement, en fait, là, il utilise plus de modificateur de voix. Donc c'est pour dire à quel point Ah oui, il est osé là. il est sûr de lui. Ouais. Il est arrivé jusque là. Il a kidnappé 2 filles. Il en a tué 2 parce que clairement. Rien voilà. ne lui est arrivé. En plus, il dit, est-ce que vous avez entendu parler de Debra May? Donc, il admet complètement être le kidnappeur de la petite fille. Ouais. Et il commence là à donner toutes les indications où trouver le corps de cet enfant. Quelle horreur. Quelle Et horreur. ça, il le dit à la famille de Sherry. Ils le disent à la famille de Shari. Donc, la police trouve effectivement le corps de Debra May à peine 10 minutes du site où ils avaient retrouvé Shari. Donc, Debra May a été retrouvée portant des sous-vêtements adultes qui ne correspondaient pas à ceux de Shari. Donc, les enquêteurs pensent qu'ils appartenaient à une autre victime, encore inconnue. Et là, à ce moment-là, donc on n'est pas loin non plus, tu vois, je pense qu'on a un peu plus de 2 semaines, peut-être 20 jours, vient le premier break de cette affaire. Donc sur la lettre écrite par Shari, en fait, ils utilisent une méthode qui permet de faire ressortir tous les reliefs en fait de la feuille de papier pour éventuellement faire ressortir des preuves. Ils le mettent dans une machine où par-dessus ils mettent de la poudre qui va vraiment faire sortir toutes les petites aspérités de si jamais c'est sur un bloc-notes jaune, s'il y a eu des feuilles genre 10 feuilles au-dessus Ou on a marqué le numéro de téléphone ou Tu vas quelque le chose, voir. oui. Donc effectivement, ils arrivent à trouver une liste de courses et un numéro de téléphone où il manquait un numéro, mais ils avaient le code de la région qui était l'Alabama, le préfixe de la ville qui était Huntsville. Donc, ils arrivent finalement à trouver à qui appartient le numéro de téléphone, à un homme appelé Joe Shepard. Donc, les enquêteurs filent voir ce fameux Joe Shepard et ils demandent à obtenir une injonction pour fouiller dans son téléphone et sortir toutes les infos. Et de là, ils trouvent quelque chose d'intéressant. Il y a un appel entrant depuis la zone autour de Lexington. Donc, les policiers demandent à qui appartient ce numéro de téléphone qui vous a appelé. Joe répond c'est la maison de mes parents qui est à 2 kilomètres, qui était à 2 kilomètres de là où le corps de Debra avait été retrouvé en plus. Donc, hop, ils foncent chez les parents. Pendant la route, ils découvrent que le père de Joe est un électricien, ce qui était le métier que John Douglas avait imaginé pour ce kidnappeur. Donc là, ils sont OK, on a le tueur, c'est bon. Mais au moment où les enquêteurs rencontrent Ellis, donc qui est le père de Joe, et sa femme, là, leur espoir retombe direct. En fait, il y a rien qui colle. Son âge, sa voix, sa façon d'agir. C'est ce que j'allais dire, il va pas entre 20 et 30 ans déjà. Et puis il va pas appeler de chez lui. Ouais. Enfin, il y a rien, donc ça peut pas être lui. Donc les Shepard disaient également qu'au moment des faits, en fait, on n'était pas en ville. Et on n'était pas dans cette maison, et ils peuvent le prouver. Donc les policiers ne lâchent pas. Ils sentent qu'ils sont tellement près du but. Donc, ils posent des questions, ils décrivent le tueur à Ellis et sa femme, et ils demandent, est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un, en fait? Ben oui. Et là, les époux, direct, ils se regardent, mais genre dans un silence de mort, et ils disent, vous parlez de Larry Jean Bell, là. Il est électricien, il fait des boulots pour nous, et quand on n'est pas là, on le laisse rentrer dans notre maison pour en prendre soin pendant notre absence. Mais là, effectivement, quand on est revenu, il avait complètement changé, il avait perdu du poids, il s'est fait pousser une barbe et il n'arrêtait pas de parler des 2 meurtres. Et il avait même découpé des articles de journaux dessus qu'il voulait nous montrer. En fait, il était obsédé. Donc là, les policiers demandent au Shepard, est-ce que vous acceptez qu'on fouille votre maison vu que ce mec est resté chez vous? Ouais. Ils disent, bien sûr, rentrez, allez-y, faites ce que vous voulez. Quoi. Oh, les pauvres gens, qu'est-ce qui s'est passé dans ma maison? Ouais, déjà. T'imagines? Tu vois, c'était bien avant Airbnb, mais là, c'est wow. C'est pas une bonne pub. Airbnb kill. Ouais. Donc, il demande à Ellis, est-ce que vous avez une arme? Il dit oui, mais donc du coup, il va leur montrer. Et en fait, quand il va pour leur montrer, elle n'est plus là, elle a complètement disparu. Donc, Ellis appelle Larry Jean Bell, et demande, est-ce que tu as pris mon arme? Et Larry dit, oui, c'est sous le matelas de la chambre d'amis. Donc, ils y vont, ils soulèvent le matelas. Déjà, je trouve ça hallucinant qu'il ait dit, c'est là-bas. Ils soulèvent le matelas, effectivement. Il y a le gun qui est là avec un magazine porno. Mais en fait, sous le matelas, ils voient également une tache qui ressemble à un mélange de sang, d'urine et de sperme. Donc, ils fouillent dans cette chambre. Ils trouvent des vêtements de Larry Jean, normal. Mais dessous, ils trouvent des sous-vêtements féminins, comme ceux retrouvés sur Debra May. Et sinon, à part ça, la chambre a été, nettoyée. Ils trouvent vraiment rien, à part quand ils vont dans la salle de bain, vraiment à l'embrasure entre la chambre et la salle de bain, ils trouvent 6 cheveux blonds. Et personne dans la maison, personne dans la famille n'est blond. Et les 2 victimes étaient blondes.
Donc, on obtient enfin un mandat d'arrestation pour Larry Jean Bell. Ellis dit qu'il doit venir le lendemain pour faire quelques travaux dans la maison. Donc, parfait. Les policiers disent rien. Ils attendent que Larry Jean Bell arrive et ils l'arrêtent. Forcément, il nie tout. Malgré l'insistance des policiers, il nie complètement. Donc, John Mindhunter Douglas, the best of the best, décide de lui faire un interrogatoire spécial. Donc, il met les photos de Debra, May et de Charlie sur la table. Ouais. Toutes les preuves, en fait, et ce qui les lie, et même l'ours en pelisse de Shari. Et ça n'arrive pas à le toucher ou à le faire craquer. En fait, il continue de nier. Et là, il se dit, bon, ok, il va falloir vraiment que je trouve autre chose. Et il trouve Dawn, la grande sœur de Shari. Donc, les policiers font venir Dawn et sa mère pour rencontrer Larry Jean Bell. Et Dawn l'entend parler et elle dit, c'est lui, c'est sûr. Et en fait, elle rentre dans la salle. Elle rentre dans la salle avec sa mère. Et elle lui dit, je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi. Avoue que c'est toi. Et tout ce que l'homme lui répond, il dit, tout ce que je sais, c'est que le bon Larry Jean Bell n'aurait jamais pu connaître ce crime, mais le mauvais Larry Jean Bell, oui. Okay. Genre, en gros, j'ai une page de Jekyll, mais Mr. le narcissiste complet, c'est jamais lui, c'est jamais le coupable. C'est jamais moi, c'est voilà, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, c'est mon mauvais... C'est plus fort que moi. Hein. Oh my God, c'est mon côté satanique, c'est pas possible. Moi, je suis gentille. Voilà, je sais même pas ce que je fais là. L'année suivante, en 86, il est condamné pour les meurtres de Shari Smith et Debra May Elmick, et il est condamné à mort. Larry Jean Bell est soupçonné de 3 autres meurtres dans des villes avoisinantes, mais pour le moment, en fait, on ne sait pas de manière vraiment certaine qu'il en est l'auteur. 2 des victimes n'ont jamais été retrouvées, mais avaient un lien avec Larry Jean. Une était la femme d'un associé, Sandy Helen Cornett, qui a disparu le 18 novembre 1984, et l'autre vivait à quelques maisons de lui. En février 2025, Larry Jean Bell a été désigné comme le tueur de Sandy, malgré le fait que son corps n'ait jamais été retrouvé. Et Larry a été exécuté en 1996. Si vous voulez lire le livre de John Douglas sur cette affaire, ça s'appelle A Killer Calls, un tueur appelle. Je l'ai commandé, j'ai envie de le lire. Et du coup, je vous en donnerai des nouvelles. Et vous avez aussi sur YouTube, donc sur YouTube, je les mettrai, mais je vais pas tout mettre parce que c'est très long. Vous avez vu, là, il y a même j'ai pas mis tous les enregistrements que je voulais mettre. Vous pouvez tous les trouver sur Internet très facilement, sur YouTube, sur les podcasts, etc. Et aussi, vous pouvez trouver les 24 dernières heures de Larry Jean Bell avant sa mise à mort. Ok. Donc, c'était l'histoire de Shari Smith, Debra May Elmick. Et Larry Jean Bell. Super intéressant, bien que ça soit super triste très aussi, triste. parce qu'on a envie d'y croire que cette jeune femme allait vivre, allait survivre de la manière dont il parlait. C'était vraiment spé de comprendre quel était le but de la famille, mais comme John Douglas l'a compris tout de suite, c'était du pur pouvoir. Les appeler, leur donner espoir pour les faire tomber plus haut et les tenir comme des marionnettes. Des marionnettes, voilà. C'est comme psychopathe, comme d'hab. Un gros psychopathe. Bon, écoute, merci beaucoup. De rien. Et puis, on va s'arrêter là, parce que la semaine prochaine, 100. On a des choses à fêter. Number 100. Voilà. Donc, sur ça, bonne soirée. See you next week. Ciao. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.